Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Aujourd'hui, on va parler d'un effet que j'aime autant que je le déteste. Parle-moi, tiens, de ton rapport à la Wawa. Oh, bah il n'existe pas. Voilà. T'as jamais eu de Wawa? J'en ai eu une sur mon multi-effet boss quand j'étais gamin. T'as jamais eu de Wawa? Et j'ai jamais eu de Wawa indépendante, ouais. Incroyable. Ouais, je voulais pas. Ah ouais? Moi, j'en voulais pas. Pourquoi? Explique-moi. J'avais compris que c'était pour faire ouin 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 ouin. Et j'avais compris que je m'en battais les... Voilà. Ouais. Je ne suis pas un wawawar. Très bien. Mais, quand c'est bien fait, j'en suis content. Juste de l'entendre. Alors justement, pour toi, qui le fait bien? Quels sont tes wawawers préférés? Bon, bien évidemment, je me suis bouffé du Jimi Hendrix dans les dents. Ouais. Quand même, hein, faut pas non plus abuser. Ah, il utilisait une Wawa. Il paraîtrait. Bizarre. Après, comme ça, là, j'ai un cliché qui me vient en tête, hein, Kirk Hammett, hein, malheureusement. Ah bah évidemment. Mais Bien sûr. mais c'est bien. Bah, bien C'est sûr. important, en fait. Mais de toute façon, déconnez pas avec Kirk Hammett. Voilà. Ça suffit de dire du mal, là où lui il joue mal, je l'ai pas précis et tout. Mettez un autre guitariste à la place de Kirk Hammett dans Metallica, vous verrez à quel point ça n'a plus de sens. Ouais, puis faites-le aussi. Ouais, et puis merde, Kirk Hammett c'est un style, c'est pas le guitariste le plus précis ou le plus techniquement avancé. Il peut clairement pas jouer sans sa wah-wah. Mais en même temps, c'est un son et il est le seul à avoir ce son. Et puis, faut jamais oublier, et ça c'est Scott Ian de Anthrax qui me l'a fait remarquer dans une interview, faut jamais oublier que sur scène, il double toutes les parties rythmiques de James Hetfield. Donc arrêtez de vous branler sur James Hetfield en disant que Kirk Hammett est pas digne. Les deux sont indissociables. Indissociables, tu perds ton sang-froid. Bon. Arrêtons de dire du mal, ou de prévenir les gens qu'il faut qu'ils arrêtent de dire du mal. Voilà, ça c'est important. Voilà. Hein, déconnez pas avec Kirk Hammett. En plus, il a des guitares mieux que les vôtres. Maintenant, parlons de la grande histoire de la wah. On va aussi vous apprendre aujourd'hui des techniques pour bien stacker la wah. Ouais, en tout cas, on va récapituler les techniques, parce que je suis pas sûr qu'ils aient grand-chose à apprendre sur la wah. Pour moi, la wah-wah, c'est vraiment le premier effet. Tu sais, c'est... On commence par ça, vas-y. Commence par ça. Ouais, non, tu rentres, tu navigues, là, tu vas dedans, là. Ouais, tu sais, c'est... Vas-y, raconte. C'est vraiment... Enfin, là, je parle d'expérience personnelle, mais j'ai l'impression que beaucoup de guitaristes sont pareils. Ma première pédale, c'était une overdrive. Ah, tu parles de ça pour ça, la première pédale. Ça. Moi, je parlais de chaînage, toi tu me dis c'est ma première pédale, d'accord, donc tu parles de rapport avec l'effet. Mais ouais, c'est ça, c'est par là que tu découvres en fait les possibilités d'expression des effets. Ouais, complètement. Tu sais, l'overdrive, bah oui, forcément, on aime tous jouer avec du gain parce que c'est beaucoup plus cool. Bah oui. Mais, tu joues mieux. Mais après ça, je veux dire, j'ai eu ma Crybaby, qui était blanche d'ailleurs, c'était une édition limitée, c'était pas la Wawa basse. T'étais déjà Commencez pas dans les commentaires, ouais, la blanche c'était la basse. Oui, je sais, mais il y en avait une blanche qui était pas basse, qui était une édition limitée, parce que c'est ce qu'ils avaient en occasion à Pigalle au moment où j'y suis allé. Et puis, et alors, le true bypass le moins trou que tu puisses trouver. Oui, il y a rien qui va. En gros, j'avais plus d'aigus avec. C'était intéressant. Mais au moins, j'avais une wah-wah, quoi. Et vraiment, c'est cette découverte du fait que y a ce que tu joues et puis il y a la manière dont c'est traité après. Et cette différence-là qui fait que un son peut faire une partie qui ne marcherait pas autrement. Et cette notion de jouer
pour l'effet que tu es en train d'utiliser. Ouais, je comprends. Tu sais, tu joues pas de la même manière quand tu utilises ta wah-wah. Ah oui, mais complètement. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de faire chier Kirk Hammett. Il utilise sa wah-wah parce que si il faisait ses solos les mêmes sans wah-wah, ça n'aurait pas de sens. C'est clair. Parce qu'il joue pour la wah-wah. Et vraiment, pour moi, c'était cette grande révélation que quand j'avais la wah-wah, je jouais pas exactement la même chose. Et alors depuis, j'ai dû me désintoxiquer à plusieurs reprises. On va créer un centre anti-wah-wah. Ah ouais, non, c'est terrible. j'ai eu plein de crybaby, notamment la Jerry Cantrell que j'aimais beaucoup. Et puis je suis arrivé finalement sur la Clyde McCoy qui est ma préf à l'heure actuelle, où tout simplement j'ai arrêté de chercher. Oui, il y a plein de belles choses, mais ça, c'est celle-là qui t'a... Ouais, moi je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est très simple aussi. Hein. J'aime pas les wah-wah avec plein d'options. Ouais. Et... Mais ce que tu dis, ça me fait rebondir par rapport au fait que c'est le premier effet. C'est aussi celui qui est le plus connu. Bien sûr, complètement. Quand je parle de mon métier autour de moi... Même des non-guitaristes. Exactement, les non-guitaristes te regardent avec un petit sourire comme ça. Ah, tu fais les pédales wah-wah. Mais oui, mais parce que tu le regardes, tu dis, bah non, je fais pas celle-là. Le nom est génial. Oui. Et le nom décrit parfaitement l'effet. Oui. Tu sais, tu parles de délai ou d'overdrive, ça décrit pas du tout le son que ça fait. À la limite, fuzz un peu plus. Overdrive. Non, ça décrit le... Overdriven. Oui, mais ça décrit le phénomène. Oui. C'est pas une onomatopée. Oui. Wah-wah, à ce moment-là, crunch, ça marche déjà plus. Crunch, ouais, c'est mieux, ouais. Crunch, c'est une onomatopée à la base. Mais overdrive, non, ça dit rien. Il y a quoi d'autre comme... Ouais, délai, non. Reverb, non. Non, tu vois ? Ouais. Non, c'est pour ça que la wah-wah a cette puissance. Ouais. Et puis, accessoirement, et on va y revenir sur cette grande histoire de la wah-wah, enfin sur l'origine de la wah-wah, mais c'est à ce jour l'un des très rares effets qui se joue de façon interactive. Et c'est même bizarre que... C'est même bizarre qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais c'est ça. Ouais. À part la whammy, je vois pas d'effet où il faut absolument une pédale d'expression pour la jouer correctement. Il y a des tentatives. Il y a eu, hein. Moi je pense au Ernie Ball par exemple. Oui, bien sûr. Il y a un délai en fait, Ball c'était avec pas... une pédale, un trémolo. C'était pas un effet que tu jouais avec la pédale. C'était un réglage que tu contrôlais avec la pédale. Tu as raison, c'est pas une interaction. Comme l'Univibe. L'Univibe où tu contrôlais la vitesse avec ta pédale. Et à ce titre, justement, tu te dis, attends, je vais pas m'encombrer avec une pédale de plus énorme. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai. T'as raison. En fait, ça manque d'interactivité et c'est là-dessus que la whammy a réussi. Exactement. On n'a pas du tout tourné une vidéo sur Thomas Baptiste Morello. Non, absolument pas. Donc on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas du tout ce qu'on fait avec un octave plus 2. Non, non, à part se péter les aigus dans l'oreille. Voilà. Donc, la grande histoire de la wah-wah commence en Angleterre. Mais pour autant, c'est une pédale américaine. Ce qui est une belle image en fait de cet aller-retour permanent entre les deux continents. On est encore dans les années 60, quoi. On est en plein dans les années 60. Donc en plein dans ce bordel où il n'y a rien qui va, quoi. Avec cet aller-retour qui a forgé l'histoire du rock entre l'Angleterre et les États-Unis. Donc Dick Deney, c'est l'homme qui a conçu le circuit des Vox AC15 et AC30. Okay. Donc probablement les amplis britanniques les plus importants de tous les temps. Fight Me. Oui. Tout simplement parce que pour moi, le Plexis, c'est un Bassman. C'est aussi simple que ça. C'est une évolution du Bassman. Alors que le Vox, on est vraiment dans un circuit purement britannique. Et donc, évidemment, les Beatles rendent ce circuit incontournable et font de Vox une sensation aux États-Unis aussi. C'est-à-dire que avant 64, avant la Beatlemania aux États-Unis, tout le monde s'en foutait de Vox aux États-Unis puisqu'ils avaient déjà les Fender et pour les moins fortunés, les Harmony, les Silvertone et compagnie. Ouais. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'importer des amplis de Grande-Bretagne. Je vois. À partir donc de 64, tous les Américains veulent le son des Beatles, puisque tous les Américains veulent être les Beatles. D'où le succès de Gretsch, de Rickenbacker et de toutes ces marques que les Beatles ont utilisées. C'est vraiment les premiers gros prescripteurs de matos, les Beatles.
L'endorsement était déjà lancé. C'est ça, exactement. Ouais, bah, ils ont eu un endorsement ensuite avec Fender. Qui leur a donné v'là du matos avant l'enregistrement de Let It Be, avant même l'enregistrement du double blanc, d'où la présence de Bass 6, d'où la Telecaster Rosewood, etc. Mais par exemple, la Rickenbacker 12 cordes, c'était un des prototypes que Rickenbacker a directement donné à George Harrison pendant qu'ils étaient en tournée américaine. Et il n'a pas eu tort d'ailleurs. Ce genre de relation pas du tout dégueulasse, quoi. Bah, c'est surtout qu'ils en vendent encore à l'heure actuelle grâce à cette guitare-là, quoi. Donc c'était un bon investissement, très probablement. Donc, il se trouve du coup qu'il y a un bureau américain de Vox, il y a un Vox US, alors j'ai pas les détails des relations entre les deux. Il me semble d'ailleurs que les Vox US étaient fabriqués sur le territoire US, pour des raisons de simplicité logistique. Les tensions aussi. De tensions internes, évidemment, mais aussi de tensions d'alimentation, je pense. Que c'est extrêmement compliqué de shipper, de faire se balader des amplis qui pèsent quand même le poids d'un Anglais mal nourri. Et donc, au bureau Amérique, il y a un mec qui s'appelait Brad Plunkett, qui travaillait donc pour l'importateur américain de Vox, Thomas Organ, donc qui était une marque d'orgue à l'origine. Et Brad Plunkett donc travaille sur l'ampli Super Beatle. Et l'ampli Super Beatle, donc c'est un ampli plus puissant que le Vox AC30, puisque les Beatles jouent sur des petits amplis, des Vox AC30 dans des stades. Et donc, ils galèrent un peu pour s'entendre. Il faut savoir qu'à l'époque, les systèmes de sono étaient profondément merdiques. Surtout dans les stades, c'était vraiment la sono qui était prévue pour le mec qui annonçait la suite du match, quoi. D'accord. Et donc, pas idéal pour reprendre une batterie, si tu veux. Et donc, Brad Plunkett a aidé à concevoir cet ampli Super Beatle, qui était le plus puissant de la gamme Vox à l'époque, et qui avait un réglage de médium. Et ça, les autres Vox n'en avaient pas avant, et donc évidemment... C'était le cut, le fameux cut. Le fameux cut qui coupait effectivement les aigus trop agressifs. Il se trouve donc qu'il était avec le musicien démonstrateur Del Casher, qui était un guitariste de session, donc de ces guitaristes de l'époque qui jouaient sur tous les albums de pop, qui jouaient sur des pubs, des musiques de films, etc. Et donc, pendant que Del Casher jouait sur ce Super Beatle, Brad Plunkett tournait le réglage de médium. D'accord. Tu vois où je veux en venir ? Mais il le tournait peut-être pour le régler, et innocemment... C'est ça. Le petit lutin. Et vu qu'il avait un notch assez prononcé, ce réglage de médium... Ouais, il était mal calibré, mais c'était cool. Mais je crois même d'ailleurs que c'était un circuit switchable. Ouais, d'accord. Que ça faisait pas partie du circuit de base et qu'ensuite tu pouvais mettre ce filtre de médium. Délire, quoi. Et donc ils se sont rendus compte que quand ils tournaient le filtre de médium, bah ça faisait ouah. Donc la grande idée de Plunkett et de Del Casher, je crois que c'est Del Casher qui a lancé l'idée, c'était de mettre ce circuit de boost des médiums dans une pédale d'expression, puisque à l'époque, il y avait la pédale de volume de l'orgue Vox, le fameux Vox Continental, celui avec les touches inversées, les touches noires et les petites touches blanches au-dessus, tout rouge, enfin magnifique. Et donc, ils avaient cette envie de mettre cette pédale estampillée Vox pour leurs orgues. Ils ont mis le circuit de médium dedans, et ça a donné la pédale wah-wah. Donc la première Vox, la toute première Vox. Première pédale wah-wah sur Terre. C'est ça, exactement. C'est les Américains de Vox qui ont inventé ça. C'est bizarre, ça hein. fait bizarre. Ah, ça te chie dans l'oreille, c'est normal. Ça t'apprendra. T'aurais la date ou pas ? 67. 67. En fait, la conception, c'est 66. Ouais, mais la première pédale Et la première pédale disponible, c'est en 67. Et alors, la première pédale disponible... Il se trouve donc que Vox veut marketer cette pédale, pas pour les guitaristes, mais pour les cuivres. D'accord. En fait... Comme tout le monde à l'époque, ils faisaient tout ça avec les fuzz. Ouais, c'est ça. Bah, leur raisonnement est assez simple. C'est que si vous vendez votre pédale au cuivre, dans chaque groupe, ils sont 5 ou 6, alors qu'il n'y a qu'un seul guitariste. Donc forcément, tu veux faire du chiffre,
tu vends au cuivre. Donc l'idée, c'était de leur permettre d'émuler la sourdine. Ouais, la sourdine, c'est comme ça que ça s'appelle. Sur la trompette, qui permet de faire en l'enlevant devant. Et alors le roi de la sourdine, c'était le trompettiste Clyde McCoy. Vous voyez où je veux en venir. C'est pour ça que t'es tombé amoureux. C'est ça, exactement. Et donc la première Vox, la première wah-wah de l'histoire, c'était la Vox Clyde McCoy, le modèle signature. Donc ça, en fait, c'est rigolo parce que notre effet de guitariste par excellence, et celui qui est l'effet signature d'une quarantaine de guitaristes, a commencé comme l'effet signature d'un trompettiste qui ne s'en est en plus de ça jamais servi. Donc je trouve ça absolument génial. C'est dingue. À l'origine, la wah-wah était livrée avec un flexi-disque sur lequel Del Casher faisait la démo de la wah-wah en montrant comment on pouvait s'en servir. C'est dingue. Et on voit à quel point il savait pas comment s'en servir jusqu'à ce que qu'il donne ça à quelqu'un d'autre. Un certain musicien le découvre. Il y a une... quelqu'un qui bouffe de la soul food, quoi. Par exemple, une vidéo assez fantastique sur la chaîne de JHS là-dessus. Je suis impressionné quand même par cette histoire. C'est rigolo. C'est déroutant surtout. Bah oui. Comme quoi tu sais jamais ce que va devenir un produit. Et c'est les artistes qui le décident. Et c'est ça qui est émouvant finalement. Et donc, suite à ça, Vox sort ensuite un modèle non signature, dans la foulée en 67 toujours. Bah oui. Et il l'appelle... 846. Il l'appelle Crybaby. Je parlais de Vox. Ouais. Eh oui. D'accord. Le nom Crybaby a été inventé par Vox aussi. Mais oui, mais Dunlop, il rachète les droits à tout le monde. Bien sûr, on va y venir. On va y venir, évidemment. Ok. Donc, Vox rachète n'importe quoi. Tu vois, tu me mets de la merde dans la tête. Vox créé en 67 pour avoir un modèle non signature. Et ça fait encore un deuxième truc très onomatopée, quoi. Voilà, tout à fait. Très bien choisi comme nom. Et à l'origine, évidemment, c'est exactement le même circuit. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je crois qu'entre la wah-wah Vox et la JCB 95, il n'y a pas une énorme différence. À une pignole près. C'est ça. Une pignole et demie, on va dire. Une pignole et demie. Donc, suite à ça, certains artistes font le son de la wah-wah. On va y revenir. J'ai ma petite liste des gens importants. Mais donc, plein d'autres marques se mettent aussi à proposer leur wah-wah. Ouais. Pour en citer quelques-unes, mais vraiment, il y en a plein d'autres. Il y a Color Sound, notamment, qui fait des wah-wah hyper intéressantes. Qui faisait, oui, évidemment. Plus grosses, et dont certaines intégraient aussi une fuzz. Et ça, c'est quand même pas rien. Morley, ensuite, qui s'est mis à faire des wah-wah. Alors, d'abord... des systèmes complètement improbables avec un bain d'huile, enfin un enfer qui n'aurait jamais la certification CE à l'heure actuelle. Et ensuite, ils ont développé un système optique où là, donc, il n'y a pas de crémaillère et de potentiomètre. Bon, c'était les ingénieurs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Morley, les ingénieurs. Okay, et là, donc, Morley, pas d'usure, pas de crachotis de potentiomètre. Il y a tout simplement un système visuel qui détecte la position de votre pied par rapport au capteur et qui ensuite fait la wah-wah à partir de ça. Donc ça donne un son très différent, plus doux, qui convient mieux au son plus lisse, et sans cette distorsion que rajoute la wah-wah Crybaby traditionnelle et qu'on aime tous, et qui est un effet hautement désirable pour la plupart des guitaristes qui ont fait l'histoire de cette pédale. En 1982, là, tu jump, hein. La Thomas Organ Company dépose le bilan. Okay. Et c'est à ce moment-là donc que Jim Dunlop rachète le nom Crybaby. Ok. Tout simplement. Pour une bouchée de pain. Très probablement, puisque tout le monde s'en foutait à l'époque. Et c'est intéressant parce que ça fait maintenant plus de 40 ans qu'ils ont racheté ça. Que Dunlop fabrique des Crybaby. Donc ils ont eu le nom Crybaby plus longtemps que les inventeurs de la Crybaby. Et c'est le cas d'ailleurs pour d'autres marques de Dunlop. Quand ils ont racheté MXR aussi, il y a plein de marques comme ça qui ont été rachetées par Dunlop, qui ont connu
une destinée assez fantastique. Ils ont racheté les droits du nom Univibe aussi, du nom Ecoplex. Ils ont bien géré niveau business. Ils sont super bien démerdés, oui, complètement. Alors, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse là-dessus. Vas-y, te gêne pas. Dunlop, justement, tu le vois bien, c'est des investisseurs, c'est des gens qui ont une industrie, qui savent faire. Dunlop, à l'origine, Jim Dunlop, c'est le roi des accessoires. Ok. C'est un mec qui vendait les capots d'astre, les médiators, etc. Ouais, un quincaillier, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, le mec, c'est un très bon homme d'affaires, et justement, c'est ce qui colle bien avec ce genre de produit. Je m'explique. On me dit pourquoi... Je sais pas où tu vas, mais j'aime bien. Vas-y, je te suis. On me demande pourquoi je fais pas de Wawa chez Anna Sands. Mm-hmm. Toi-même, tu me l'as dit hier, je crois. Oui, c'est vrai, parce que ce serait cool. Ouais, mais en fait, non. Celui qui se lance dans la pédale boutique, qui veut faire des Wawa, il est obligé de faire une Wawa à 300 balles comme celle que tu as à tes pieds. Bah oui, bien sûr. 400 d'ailleurs. Même peut-être 400, oui. Parce qu'un mec comme Dunlop, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller voir des usines asiatiques, il peut créer des moules sur mesure, il peut créer des process industriels de façon à te pondre une oie à moins de 100 balles. Et oui, bien sûr. Parce que ça demande une industrie à plusieurs millions de pièces. Bah oui. Contrairement aux pédales standards où les boîtiers sont ultra disponibles. Bah, les boîtiers d'une pédale classique, c'est les Hammond. C'est les Hammond. Tu l'achètes, tu le transformes, t'as une pédale. Donc ça a été limite créé pour le marché boutique. Oui, bien sûr. Tu as des solutions alternatives, comme tu vois là avec la Origin Effect, ça c'est de la tôle pliée. Mais fais-toi une Wawa en tôle pliée, tu vas avoir l'impression d'avoir une grosse boîte de conserve et que tu vas appuyer dessus et qu'un jour elle va s'aplatir. Oui, bien sûr. Donc c'est très complexe pour une petite boîte de faire un moule à un prix abordable. Parce qu'un moule, en fait, tu vas payer à peu près 5000 € d'outillage. Ouais. Tu prends le risque d'avoir un interlocuteur qui t'arnaque. Oui, bien sûr. Qui fait mal son travail. Et donc, souvent, les moules, tu les refais. Et c'est quand tu commences à pondre de la pièce quotidiennement que ça devient rentable. D'accord. Donc, il n'y a qu'une grosse industrie comme Dunlop qui est capable de pondre les volumes sur 40 ans. Ou Behringer, ou machin, pardon. En tout cas, voilà. Je sais qu'il y a des Chinois qui te vendent des boîtiers vierges de Wawa, mais j'ai regardé ça, mon Dieu, t'as tout on va dire l'accastillage, enfin, toutes les pièces de mécanique pour que ça y ait une rotation, qui sont dans un état. Tu te dis, si tu vends ça, tu vas avoir des problèmes. Tout est à changer, quoi. Tout est à refaire. Donc c'est pour ça... En fait, c'est pas un projet d'électronicien, c'est un projet de mécanicien. Oui, je comprends. Ça demande une ingénierie différente qu'un fabricant de pédales boutique. Ouais, bien sûr. C'est ça le point quand même, voilà. Et je ferme ma parenthèse, c'est ça qui fait qu'un fabricant boutique n'ira pas là-dedans. Et que ça laisse un beau marché à des industriels. Ouais, je vois. Et donc il faut pas cracher sur l'industriel, c'est les seuls qui vont vous proposer quelque chose à un bon prix, qui va être bien fait. Même si vous avez envie d'une Waco, et je comprends tout à fait. Ouais, t'as la Clyde aussi de Fulton. Ouais. Mais je l'ai jamais trouvé agréable. Mais s'il faut, la Clyde, c'est en tôle pliée. Hein. Ouais, il y a un truc même dans la forme qui me rappelle plus la Morlaix que la Crybaby. Morlaix, c'est de la tôle pliée de mémoire. Ah ouais? Ouais. Tu vois, ils sont pas allés dans l'industrie. Ouais. Ils sont restés en mode boutique. Ah mais Morlaix c'est des hippies, c'est normal, ouais. Mais pour moi, c'est soit tu fais un truc comme ça, à 400 balles, et tu peux t'amuser à te casser les dents avec des problèmes de fournisseurs, soit tu laisses faire les industriels à 100 balles, quoi. Ouais, je vois. Je te laisse continuer ton histoire. Donc, le premier artiste à utiliser une Wawa de l'histoire de la musique, c'est un Américain, puisque donc l'histoire de la Wawa commence en Amérique. Un Américain qui avait Del Casher dans son groupe à un moment. D'accord. C'est tout simplement Frank Zappa. D'accord. Et Frank Zappa, donc, qui est qu'on retient surtout comme un fabuleux compositeur, extrêmement prolifique, qui a écrit pour orchestre et qui a écrit des délires sexuels zoophiles improbables. Mais au-delà de ça, c'était un très très grand guitariste avec un jeu unique, très personnel, inspiré notamment par John McLaughlin, dont on parle pas assez d'ailleurs, et qui utilisait la Wawa comme un filtre, puisque Zappa avait vraiment cette oreille d'ingénieur du son, et du coup, il voyait la capacité de la Wawa à changer le filtre, changer l'enveloppe du son
en amont de l'ampli, et il s'en servait du coup de manière relativement fixe, en la bougeant de temps en temps, mais vraiment pour avoir ce boost de médium bien caractéristique. Ensuite, en mai 67, c'est un guitariste d'ailleurs inspiré par Zappa qui en fait la première utilisation au sein de Cream avec Tale of Brave Ulysses en face B de Strange Brew. C'est évidemment donc Eric Clapton qui, avec sa SG psychédélique, en met absolument partout sur ce titre. Dès que Jack Bruce chante pas, lui, vas-y, il en met, t'inquiète. Et c'est la première utilisation de la wah-wah telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. C'est la première fois qu'on entend vraiment le wah-wah. Et c'est quand même hyper important. Oui, il avait déjà le petit coup de pied c'est ça. Voilà, qui allait bien. Quoi. Au-delà de ça, c'est un titre tout à fait oubliable. Hein. Tale of Brave Ulysses, c'est le côté un peu prétentieux et poétique des élèves d'école d'art britannique des années 60, où on sent que effectivement ils voulaient raconter une histoire épique, et puis du coup ils mettent de la wah-wah. Enfin, ça a assez mal vieilli. Ce qui a très bien vieilli, par contre, c'est un single sorti quelques semaines plus tard par un artiste américain, mais qui s'est d'abord fait connaître en Angleterre. Évidemment, on y arrive, Jimi Hendrix, avec donc le premier titre d'Hendrix qui utilise de la wah-wah, qui est Burning of the Midnight Lamp. Où là, carrément, c'est impossible à jouer sans wah-wah. Ça n'a aucun intérêt sans wah-wah. On a envie d'en mettre de partout sur ces albums. Mais c'est ça. C'est de partout. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça commence à se définir. Et là, tu vas nous faire plaisir. Mais s'il faut, parce qu'il est trop beau ce riff. Voilà, ça on adore. C'est une belle balade. C'est si beau avec le clavecin derrière et tout. Ouais. Hendrix était un grand compositeur, on le dit pas assez, mais il écrivait des très belles chansons. C'est tout beau. Et en 68, il sort Electric Ladyland, un double album, là encore, des fois un peu fumeux en termes conceptuels, mais passionnant. Et sur Electric Ladyland, il y a un titre qui définit à tout jamais, voilà, le son de la wah-wah. Qui commence comme ça d'ailleurs. Au début, il est... je cherche mon T'entends que de la wah-wah, en fait. Mais oui, c'est ça. Non, il y a... Oui, il y a aussi la percussion, mais... Il y a un coup de charlet. Oui. Et puis ensuite, il y a la grosse caisse qui arrive. J'adore. C'est ce qui est... En fait, ce qui fait la différence, c'est que Hendrix combine les deux utilisations de la wah-wah. Il a le côté... Le côté plus rythmique et purement wah-wah de Clapton, et le côté filtre de Zappa. Voilà, c'est vraiment les... Ou en tout cas, la façon de l'amener doucement, puis de revenir sur le moins. C'est ça. Et de jouer avec les fréquences. Ouais. Justement, si vous prenez l'intro... Ça monte. C'est même pas un bend d'ailleurs, hein, c'est juste... c'est juste bien attaqué. Ouais. Et l'ouverture de la wah donne cette impression de bend, justement. C'est ça, ouais. On va vraiment du grave vers l'aigu sur la même note. Et en refermant ensuite sur la fin de note, et très important, en restant dans les graves sur le bend de transition vers la suite. Avec ce côté un peu sourd, qui marche d'autant mieux qu'il y a un Marshall bien vénère derrière. Mais donc c'est la première fois où vraiment on a la wah-wah en intro d'un morceau de façon aussi évidente et de façon aussi grillée que c'est de la wah-wah. En fait, t'as l'impression qu'il joue en 3D maintenant. C'est exactement ça.
C'est la 3D. C'est pas complètement débile comme remarque, puisque c'est une troisième dimension du pied qui vient se mettre en plus. J'espérais bien que c'était pas débile comme remarque, t'inquiète pas. Mais tu vois, j'ai même l'impression que ça démarre le fameux débat technique ou feeling. Ah, intéressant. J'ai l'impression que c'est le point de départ où t'as l'impression que... Bah de toute façon, avant, ils avaient pas de technique, donc la question se posait pas. Mais tu sais, ce fameux débat, j'ai l'impression que, de par le fait que c'est pas forcément... Tu sais, c'est une troisième dimension temporelle dans le morceau. T'as pas forcément de règles à suivre, donc j'ai l'impression que c'est là où tu as une question de feeling. Battez-vous dans les commentaires, ouais. Je vous en supplie. Battez-vous. Ensuite, donc en 70, c'est George Harrison qui s'empare de la wah-wah, sous l'influence de son ami et voleur de femmes Clapton. Il en met un peu partout sur une version de Cross the Universe, qui est la version single. Et puis, il écrit carrément sur All Things Must Pass le titre Wah-wah. Ah oui. Comme ça, c'est aussi... Évidemment, si vous ne connaissez pas, il faut écouter All Things Must Pass. Il y a Wah-wah avec la wah-wah, il y a What is Life avec de la fuzz incroyable. Enfin, c'est un triple album, mais ça vaut le coup. En 71, c'est Charles Pitts qui joue de la wah-wah sur la bande originale de Shaft. Ok. Shaft, donc ce film de blaxploitation dont Isaac Hayes fait la bande originale. Isaac Hayes, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'était un pianiste pour la Stax qui ensuite a commencé à faire ses albums solo qui sont absolument bouleversants, surtout les albums solo de cette époque-là. Hot Buttered Soul qui est incroyable, The Isaac Hayes Movement qui est magnifique aussi. Et donc cette BO de Shaft dont on retient essentiellement ça. Voilà, et ça, doublé au charlet qui fait exactement la même chose, et ça invente la musique de porn pour les siècles à venir, tout simplement. C'est le début, donc... J'en étais sûr qu'on allait partir dans cette direction. Mais c'est pas possible autrement. C'était sûr. Même Crybaby eux-mêmes ont fait un t-shirt... Tu peux pas t'appeler Crybaby et faire un truc avec ça. Bah si. C'est genre Crybaby, le son du porn depuis les années 70 ou un truc comme ça. Mais c'est une culture à part entière. Il y a des gens dont c'était le métier, faut jamais oublier ça. Une moustache, une clé à molette, une wah-wah. Je viens réparer ta Crybaby. Et donc ce côté de la culture, les gars. Ce côté rythmique, ce côté vraiment sans notes en fait. Qui ensuite évoluera pour... Voilà, vous retrouvez ça chez Prince, chez plein d'autres musiciens de funk comme ça. Je suis le pire guitariste de funk et j'en suis absolument désolé. Mais donc c'est le début de cette troisième façon d'aborder la wah-wah qui deviendra indispensable au point carrément que dans beaucoup d'enregistrements de funk de l'époque, vous avez un guitariste qui fait les parties normales et un deuxième guitariste qui fait uniquement la rythmique wah-wah. Ça devient un instrument à part entière. Ça se double. C'est ça. Ensuite, petite perte de vitesse dans les années 80, comme tous les effets de toute façon, puisque... C'est là où ils ont racheté. Hein. C'est là où ils ont racheté, bah oui, bien sûr. Parce que tout le monde voulait du synthétiseur et les gens avaient oublié leur âme. Et en 1991... Tu me diras, sur le synthé, il y avait déjà dans les années 80 le petit machin pour changer le pitch. Je suis pas sûr de ça. Si, on était déjà en numérique. Ça peut jouer, hein. Ça peut jouer, ça peut ressembler à l'effet, du coup tu dis plus besoin. Non, même pas, non, c'était juste pas un son à la mode. C'est plus les mêmes sons, ouais, ils sont plus sur des nappes, c'est ça. Ouais, tu vois l'idée. Sur du gros son d'album, quoi. Ouais, de cinéma, pardon. Un truc qui fait produit, quoi. Ouais, produit direct, ouais.
Et pas ça, là, tout étriqué, tout aigu. Mais c'est ça. Qui vient te niquer les oreilles. Jusqu'à ce que, donc, en 1991, le Black Album de Metallica remette définitivement la wah-wah au centre du débat. Évidemment, il y avait de la wah-wah dans le métal avant ça, mais c'est à ce moment-là vraiment que Kirk Hammett définit le son d'un solo métal. C'est un album qui s'est tellement vendu qu'il définit une époque à lui tout seul. Alors, à peu près en même temps, on a les débuts des Guns aussi. Enfin, ouais, puis Dimebag, c'est par où là-dedans ? Quelques années avant. Dimebag, on est à peu près dans ces eaux-là aussi. Ouais, lui aussi, il en met un. C'est à peu près l'époque de la transition entre l'époque qu'ils assument pas et l'époque qu'ils assument pour Pantera. Mais oui, t'as raison, il y a aussi les Guns, il y a Dimebag, il y a aussi ça. Donc ouais. on a vraiment cette génération spontanée. Et, du gain de la wah. Ouais, c'est ça, du gain de la wah, et c'est tout ce qu'on veut, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois où tu vas, ouais. Ah ouais. T'as ruiné l'agent régie. Ah, mais t'inquiète. T'as ruiné l'agent régie. T'inquiète, tout va bien. Ouais, ce truc... Voilà. Tu le refais sans la wah, c'est marrant. Ça n'a rien à voir. Aucun intérêt. Et même la suite. Bah, du coup, ça sonnerait presque. Mais oui, c'est ça. Tandis que là, tu passes dans le métal. Exactement. Mais là, justement, on a cette combinaison des deux styles de jeu dont je parlais tout à l'heure. On a d'abord le jeu rythmique. Et ensuite le jeu filtre. Ouais, carrément. Voilà. T'as les deux techniques dedans. Et alors, évidemment, je ne peux pas parler de jeu filtre sans citer probablement le seul musicien qui a fait envie de wah-wah à tout le monde dans les années 80. C'est bien sûr Mark Knopfler. Ouais. Là, en termes de filtre, on fait pas mieux, puisque carrément, il ne touche pas à sa wah. Un truc comme ça, je joue très mal le Mark Knopfler, mais voilà, c'est ce son-là, en fait, et sans wah-wah, enfin... On dirait du sous Easy Top, quoi. Regarde, quand tu regardes la waveform, ça te fait le compresseur, ça te fait ça fait tout. Ça te fait tout, quoi. Ça fait tout, t'as juste envie de jouer avec une wah-wah, c'est tout. La waveform, quand tu l'as enlevé, la wah-wah, t'as vu, tu te dis, ah putain, c'est pas précis, mais machin... Ça te fait tout, ouais. C'est fabuleux. Alors, pour avancer un peu par rapport à ça, alors on va écouter, en termes de chaînage aussi, l'effet d'une wah-wah. Mais juste avant ça, j'aurais aimé que tu reviennes un peu sur le principe électronique de la wah-wah. Tu tombes exactement sur la bonne personne, celle qui a jamais étudié la wah-wah. Génial, ça c'est parfait. Cool. C'est parfait. Bon, c'est forcément un filtre RLC. Ok. Donc RLC... C'est une radio, c'est ça, RLC? Oui. Non, tu vas vite comprendre où je veux en venir. Pourquoi RLC? C'est quoi la pignole suprême de la wah-wah? Pourquoi ils sont capables de te vendre la wah-wah 3 fois plus cher? C'est l'inducteur. Le phasel. Le phasel. Phasel. Le phasel, c'est une bobine. Le red phasel et le yellow phasel. Bah ça, c'est juste une putain de bobine. Hein. D'accord. L, c'est l'inductance d'une bobine. Donc R, c'est la résistance. C, c'est la kappa. Donc RLC. On dirait que je te fais un fusion à la Dragon Ball. Là. Ouais, un peu, ouais. Donc ça, c'est un filtre qui est très intéressant parce que tu vas pouvoir créer une bande de fréquences. Ok.
Et cette bande de fréquence, si tu l'amplifies bien dans le circuit, je sais pas exactement comment, parce que j'ai pas creusé le truc dans les détails, ça te permet de créer un pic. Tu vois très bien ce que c'est un filtre paramétrique. Tu vas avoir la bande centrale. Paramétrique, ça veut dire que tu as 3 paramètres. Voilà. Paramétrique, ça veut dire que tu règles le volume, donc le taux de boost ou de cut. Ouais. Tu règles la fréquence. Ouais. Donc si tu es dans le grave, dans le bas médium, dans le haut médium ou dans l'aigu. Ouais. Et surtout, le Q, qui est la largeur de bande. La bande. Et donc la wah-wah... et donc le nombre de fréquences affectées. C'est-à-dire qu'avec un Q serré, on affecte très peu de fréquences, mais de façon intense. C'est ça. Alors qu'avec un Q plus large, on affecte plein de fréquences, mais de manière plus douce. Et la wah-wah se base un peu sur ce principe-là. Pour moi, alors je n'ai jamais conçu pour le coup, c'est un Q très serré. J'ai l'impression que c'est un Q serré, ouais. Voire même carrément qui notch les fréquences autour. Je pense pas. Tu crois pas ? Il pourrait de manière en fait non désirée. Parce que c'est quand même un vieux schéma qu'on se trimballe depuis 60 ans, qu'on ne veut pas toucher. Il est sacralisé, on n'y touche pas. C'est ce que j'ai vu moi quand je me suis renseigné sur les wah-wah. C'est même pas qu'il est sacralisé, c'est que tu as déjà essayé une autre wah-wah. Voilà. Si on te file une Morlaix, je suis sûr que tu vas dire j'en veux pas de ton truc. C'est un enfer. Oui, voilà, mais tu vois, c'est des gens qui ont essayé. J'en ai eu une, j'y retournerai pas. Oui, en effet, le schéma est probablement disponible chez Palf, les Morlaix. Le schéma est sûrement mal fait. Tu me parlais de bypass horrible, tout ça. Donc c'est forcément là-dessus qu'on va perdre des basses et des aigus. Et peut-être que volontairement, tu as raison, ils enlèvent peut-être des basses et des aigus c'est aussi bien ce qui me semble, ouais. Volontairement. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc tu as un filtre amplifié, donc qui va monter avec peut-être une quinzaine de décibels, un truc pour t'arracher les oreilles. Et quand tu déplaces la pédale, tu vas changer la fréquence centrale. Ça, c'est ce qu'on ressent en tout cas. C'est ça. En passant du grave en talon bas à l'aigu, talon haut. Talon. Tu ne peux pas toucher à l'amplification qui est pré-réglée. Donc tu vas taper 15 dB dans tous les cas. Si c'est 15 dB. Hein. Tu vas pas pouvoir toucher au Q. Ça dépend des pédales. Et ça dépend des pédales. Et maintenant, ça me tend aussi une perche pour vous expliquer ce qu'on peut retrouver dans différentes pédales pour le comprendre. Oui, vas-y. Donc, j'imagine que la... comment il s'appelle ? Petrucci. La Petrucci ou la 535Q ou quelque chose comme ça, ce sont 2 wah-wah où il y a tellement de contrôle que tu peux toucher à ça. Oui, la Dimebag aussi. La Dimebag aussi. Donc, le Q, si vous y touchez, ça va vous permettre d'avoir un effet beaucoup moins étriqué, comme expliquait Julien, et d'avoir des médiums un peu plus larges. Donc d'avoir un balayage un peu plus smooth. Si par contre vous le montez, ça va être encore plus balayage terrible, quoi. Ça va venir tout vous filtrer, vous emmener dans une seule fréquence. Donc ça, c'est cool qu'il l'ait mis accessible, parce que je trouve qu'en termes d'ingénierie sonore, c'est important de pouvoir modifier ça soi-même. Ouais, bien sûr. Si on prend n'importe quelle wah-wah signature, en général, ce qu'ils vont vous modifier, c'est la fin de course. La fin de course qui peut être énervant, c'est ce que tu as fait d'ailleurs sur le funk du pauvre, comme tu dis. C'est qu'à un moment, tu as mis la wah-wah en fin de course et j'ai senti Jean Casque qui commençait à trembler. Oui, bien sûr. Ça, c'est normal. Oui, il y avait la grosse goutte qui perlait. Voilà. Quand tu arrives en fin de course, tu vas taper les aigus comme il faut. Et la plupart des guitaristes, du coup, vont dire « Bon, c'était cool pour les trompettes. Moi, j'aimerais que tu m'enlèves des aigus. » Et donc ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont limiter la fin de course. Je pense qu'ils changent pas le filtre, ils vont juste limiter la course du potard que tu as sur la pédale de wah-wah. Je pense déplacer la course du potard, parce que tu descends plus grave aussi. Alors dans ce cas-là, il la déplace. Et tu déplaces du coup la fréquence centrale et tout. D'accord. C'est ce qu'il y a sur c'est ce qu'il y a sur le modèle d'Hendrix notamment. D'accord. Qui a donné d'ailleurs d'autres modèles inspirés. Oui, parce qu'Hendrix, t'as pas l'impression qu'il va venir te fumer les aigus. Hein, non, et puis de toute façon, je veux dire, quand tu joues sur un plexi avec une strat, les aigus, c'est pas un problème. Donc t'as plus intérêt à les filtrer, justement, d'où le jack téléphone aussi, et ainsi de suite. Mais par exemple, là, sur la Waco... Celle-là, c'est des filtres. On a plusieurs positions. Et effectivement, mais t'as ça aussi sur la Crybaby Junior, où t'as 3 positions, et t'as une position
qui doit s'appeler d'ailleurs Voodoo ou Mes couilles. Je crois qu'il y a Voodoo et Shaft et Classique ou un truc comme ça. Et vous comprenez du coup, suite à cette historique, pourquoi Voodoo c'est plus sombre, Shaft c'est plus attaqué dans les aigus et plus adapté à la funk, et Classique, c'est la Crybaby qu'on a tous en tête, quoi. Alors électroniquement, c'est quand même facile de déplacer tout le spectre. Oui, je me doute. T'as juste à changer une capa, c'est assez facile. Maintenant, je pense que ça doit être le cas de la Petrucci, il faudra qu'on regarde, parce que lui, je sais qu'il est un peu pointu là-dessus. Alors, Petrucci, pour le coup, c'est une EQ 6 bandes de la Wah-Wah. Je sais. Avec des trimpots internes, qui correspondent en fait aux 6 réglages de la Crybaby en rack. D'accord. Ça, pour le coup, la Crybaby en rack, je sais toujours pas pourquoi on n'a pas ça en France, mais c'est un produit qui aux États-Unis et dans le rack de toutes les rockstars à peu près du monde. Oui, c'est génial en fait. Bah oui, évidemment. Parce que moi, quand tu me dis on va déplacer le spectre, je trouve que c'est dommage. Moi, je préférerais maîtriser mes bas, maîtriser mes hauts, les calibrer, savoir que dans mes médiums, je vais vouloir booster un peu plus cette fréquence parce que je vais jouer un riff à ce niveau du manche. Enfin voilà, c'est mon point de vue, de geek, de pignoleur, voilà, si tu préfères. Mais ce n'est que mon retour, voilà. Mon humble retour là-dessus. Je comprends. Bon. Ok, alors ce qu'on a fait, donc, on a mis... On parle du chaînage, là. Ouais. Allez, on parle du chaînage. On a mis la Waco au milieu, pour vous faire écouter, tout simplement, puisque certains guitaristes placent la wah-wah après l'étage de gain, en particulier après la fuzz, ce qui fait que ça filtre la fuzz, et que c'est un effet assez radical, voire même après l'ampli dans la boucle d'effet. Tom Morello, je te regarde. Et donc on a mis avant la fuzz. Je rebondis sur ce que tu dis avant. Je pense que le fait de la mettre en début de board aussi, ça a été une grande pratique parce que c'est chiant à mettre sur un board. Ah bah c'est sûr, bien sûr. Donc c'est aussi la simplicité de mettre la wah en premier. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Mais donc, là, qu'est-ce qu'on a ? Feed Me, qui est une fuzz face Axis, en mieux, et la Revival Drive qui fait le Marshall, je crois. Oui, dans l'idée, ça fait des amps de toute façon, stylés. Il y a tellement de boutons que je m'en fous. T'inquiète, je t'explique. Tu vas la tester, tu vas juste pleurer. Mais non, mais je sais que c'est bien, mais je veux pas. Qui va dans la Waco, on reviendra sur la Q-Zone ensuite. Et après la Waco, on a l'Omnifuzz, qui est la nouvelle fuzz face de Signal Chain aussi, et la Cinnamon Drive, qui est un de mes plexi Inobox d'amour. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que ces deux-là sont avant la wah, ces deux-là après. Et en plaçant donc l'étage de saturation après la wah, on a... pour moi, le réglage le plus agréable à l'oreille, et en tout cas, celui où on a l'effet le plus fin et le plus réactif directement par rapport au micro de la guitare. Moi, je le perçois comme étant aussi une solution Queens of the Stone Age. Ah oui, bah oui. Parce que du coup, comme tu es avant, ça va te servir de Q-Boost, etc. C'est comme ça que je le perçois dans mon chaînage. C'est que moi, si je devais faire un board quad ça, d'ailleurs, on l'a déjà fait, je pense. Je préfère venir mettre mon notch, mon pic, devant ma fuzz, pour venir lui sortir le meilleur de ses fréquences. Et bah, je te propose qu'on compare. On compare. Donc on va commencer donc avec l'ampli après, et on va faire l'ampli avant. Ouais. Donc là, on y est déjà. Voilà. Attends, viens, on va juste régler les amplis avant. Ok, vas-y. Pourquoi t'as touché alors que c'était bien ? C'était bien comme ça, là comme ça. Du coup... Ok, donc... Donc là... La wah est avant l'ampli. Ok. Et là, tu te prends pour Tom Morello.
Voilà, en fait, la différence, c'est que là, dans ce cas-là, ça filtre l'intégralité de votre signal. Ouais. Et du coup, il y a un côté un peu bizarre. Alors que si vous mettez la wah avant votre drive, ça filtre le signal de votre guitare, mais ensuite, tout est amplifié de façon plus épaisse. Vas-y, re-switch. Voilà, pour moi, la question, elle est vite répondue. Ouais, pareil. Donc on va rester comme ça. On passe au fuzz. On va garder notre ampli, évidemment. Je te laisse les régler. Ok. Donc, on commence, pareil, par la fuzz après la wah. Ok. Et la fuzz avant. Avant. Alors, c'est moins choquant qu'avec l'ampli. Je suis un peu plus nuancé là. Mais c'est mieux la fuzz après, on est d'accord, mais il y a un intérêt quand même. Je me dis un truc. Si l'ampli était plus saturé, du de la sature avant, de la sature après, écoute ça. Vas-y. Vas-y, genre, fais voir la rythmique que t'as qu'à mettre un coup dans le micro. Comme clairement, toujours, c'est notre préférence. Évidemment, à vous d'expérimenter avec votre ouverture d'esprit. Je suis de ton avis, il faut la fuzz après la wah, mais c'est pas non plus désagréable d'avoir en fait, il y a un intérêt à avoir les deux, tout simplement. Oui. Alors justement, j'en profite. La Omnifuzz de Signal Chain. Ouais. Elle a aussi un super bon rendu dans cette position-là, parce qu'elle a son simulateur de micro. Oui, bien sûr. Parce que c'est un point technique qu'on a oublié. Complètement, t'as raison. La wah-wah. Ah oui, impédance. Impédance caca. Inductance. Oui, alors attends. Mais on commence pas à mélanger les mots, ils vont commencer à se dire qu'on va dire n'importe quoi. Le pain errance, tout ça. L'impédance d'entrée et de sortie d'une wah-wah a été calibrée dans les années 60, comme vous l'a dit Julien. Donc ça a été designé pour être mis direct entre la guitare et l'ampli. Les buffers, comme les toutes AOP. Les pédales de l'époque. Ils n'avaient pas d'AOP, ils n'avaient pas de notion d'impédance vraiment maîtrisée sur le côté chaînage. Ils n'étaient pas là pour stacker à l'époque. Donc une wah à la base, c'est pas fait pour être mis dans un pedalboard. C'est quand même un truc qu'on a oublié de préciser, qui est très important. Donc logiquement, la wah, elle préfère que vous veniez y brancher votre guitare directement. Ouais, bien sûr. Donc le chaînage wah dans fuzz, dans ampli, c'est cool. Maintenant, la pauvre petite fuzz, elle a les mêmes problèmes. Elle n'aime pas non plus, Elle n'est pas non plus contente, elle est vintage. Donc, le problème a été résolu. Omnifuzz Signal Chain, vous avez à l'intérieur le fameux Pickup Simulator. Mais ça, c'est cool. Donc, ça va simuler le fait que vous branchiez votre guitare directement dedans. Et ça, c'est cool. Donc, Brian, merci d'avoir fait ça. On en parle dans la vidéo sur Signal Chain. Et c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Ça devient de plus en plus un standard. Voilà, je pense qu'il faudrait qu'on sorte un jour un buffer de fuzz. Ce serait peut-être pas idiot. Voilà. On continue ? Pour terminer, on va écouter ça. Alors,
pour expliquer, donc la Q-Zone, c'est un peu une pédale fantôme de Dunlop. Oui. Puisqu'elle a existé, puis elle n'existait plus, puis elle a existé en tant que signature Kerry King. D'accord. Et puis maintenant, elle est redevenue disponible en standard. Et en fait, les gens ne comprennent pas la pédale, quoi. Voilà, c'est ça. En gros. Les gens ne savent pas s'en servir. En fait, tout simplement, c'est une wah-wah fixe. C'est-à-dire que volume, c'est vous boostez plus ou moins. Q-Zone, bah, c'est la largeur de bande dont je vous parlais tout à l'heure. Et peak, c'est la fréquence qui est affectée par ce boost-là. Tu vas voir. Tu vas voir, toi qui doutes. J'attends tes excuses. Désolé. Voilà. Voilà. Suce ma bite. Bah oui, c'est évidemment devenu un classique en stoner et pour tous les fans des Queen of the Stone Age qui ne connaissent pas Mark Knopfler. Mais voilà, ça c'est une super astuce pour faire ressortir un solo. Oui, vas-y, fais ton Mark Knopfler. Voilà, ça marche d'enfer. T'as l'impression d'avoir un robot, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. T'as un son de robot, là, dans mais un robot vénère. Ouais. Un robot qui très probablement va te tuer. Sarah Connor, tout ça. C'est ça. Ouais, on connaît. On connaît. Ouais, donc, ça d'ailleurs, c'est le début. C'est le début. C'est vraiment une pédale qu'il est important de découvrir. Dunlop, faut pas qu'il rachète des IA. On est foutu. On est foutu s'ils font ça. Et vous remarquerez au passage que ça ressemble beaucoup à une MXR. Oui. Mais c'est une Crybaby. Parce que ça doit être Dunlop. Mais oui, bah c'est ça. Mais j'aime bien ce mélange des genres. Ils ont des pédales MXR, mais ils ont aussi des pédales Ecoplex, qui sont pas des MXR. C'est des Dunlop. Des pédales authentiques Hendrix, des pédales c'est compliqué, Crybaby, et des Voyage. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, mais après, concrètement, c'est facile. Ils ont racheté le nom Fuzzface aussi, ils rachètent des sociétés, ils rachètent des trucs, faut segmenter, voilà. Et j'adore, ils font que des choses bien au final. Moi, j'ai bien aimé cette vidéo, Julien. Moi, ça m'a fait plaisir ici et ici, voir figure 1. J'espère que ça vous a plu. Merci, Julien. On se prépare pour une prochaine fois un petit comparatif de wah-wah. Ouais. Ça viendra peut-être dans quelques mois. En tout cas, restez pas loin pour ça. Oui, parce qu'ils se demandent laquelle acheter une fois qu'ils ont pris la Waco. Bah oui, c'est ça. C'est bon, j'ai la Waco, voilà. Maintenant, je veux un truc pour amener au concert. J'ai la Waco, j'ai la McCoy. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est quoi la troisième ? C'est quoi la troisième ? Bon courage avec tout ce gaz et j'espère qu'on a pu vous aider. Ouais. C'était le but. Aussi, effectivement. Amusez-vous bien. À bientôt.